Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Advance Auto Parts? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie qu'on a déjà eu à mentionner dans une de nos vidéos. Je pense qu'il y a à peu près, voilà, il y a quelques temps ici. Donc, c'était à peu près c'était au mois d'avril, exactement. Et voilà, quand vous voyez ceci, 10,54%, ça veut pas dire, ça ne parle pas de rendement de dividende, ça parle de rendement des bénéfices nets. Donc, quand on prend ici des bénéfices nets moyens, par rapport au prix ce jour-là, on était à 10,54%. D'accord? Donc, faites attention, c'est pas le rendement de dividende. Et quand c'est comme ça, une fois que ça dépasse les 8%, ça commence à être intéressant. Ou bien quand c'est aux alentours des 8%, ça veut dire que ça commence à être intéressant. Attention, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète. Mais voilà, ça pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement du point de vue quantitatif. Mais comme d'habitude, on lit les rapports financiers et quand on creuse un tout petit peu, on peut parfois également avoir tendance à se retenir ou bien à faire machine arrière par rapport à l'idée qu'on avait précédemment. Ok? Donc, comme je dis toujours, l'analyse quantitative présente les chiffres et l'analyse qualitative fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables et ça donne ce qu'on appelle généralement ici l'analyse fondamentale. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que jusqu'au 22 du mois de juin, d'accord, vous avez la possibilité d'avoir ici 80% de discount sur les formations en cours et sur les formations à venir en plus de recevoir ici le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on fait présentement ici. Généralement également recevoir les analyses sectorielles comme celle qu'on a fait dernièrement sur le segment des semi-conducteurs pour voir à peu près l'état des lieux actuellement. Ok. Ensuite de ça, ici, vous recevez des notes d'analyse concernant pour moi les entreprises qui me semblent sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Attention, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète en se basant sur les notes d'analyse. Non. Ça veut dire ici essentiellement que quand tu vas lire les rapports financiers, voilà, ça te permet ici de pouvoir à peu près avoir une idée générale de ce que tu devrais aller rechercher pour essayer de recoller les morceaux. Parce que si je t'annonce par exemple que AT&T, je pense que les free cash flow d'AT&T pour le premier trimestre ici sont impactés de manière négative pour un élément extraordinaire qui a lieu généralement en début d'année. Alors que quand tu vas voir les rapports financiers des TNT aujourd'hui, par exemple sur Coifin, tu vas te rendre compte que les free cash flow sont négatifs. Or, quand tu vas lire les rapports financiers, tu vas te rendre compte d'une chose, et c'est la raison pour laquelle j'appelle ça un élément extraordinaire. Le premier trimestre, c'est généralement un trimestre qui généralement n'est pas un bon trimestre pour AT&T. Donc, AT&T maintient ici son objectif à 16 milliards de free cash flow annuel. Donc, techniquement, tout est correct. Ok, au pire même des cas, même si on avait une réduction de ce 16 milliards-là, il faut se poser les bonnes questions derrière. Pourquoi? Parce que quand on regarde les états financiers, comme je le dis, tous ces éléments-ci sont passés. Je rappelle bien, tous ces éléments sont déjà dépassés. Et quand vous investissez, vous n'investissez pas pour les éléments passés, mais pour les éléments futurs. Donc, les ratios, les marges futures, les bénéfices nets futurs, la croissance des revenus futurs. Et les éléments passés vous servent uniquement de guide. Ça vous donne à peu près une idée de quel type d'entreprise on pourrait avoir ici. Parce que je pense qu'en regardant les chiffres, vous pouvez avoir une idée de quel type d'entreprise on a en date d'aujourd'hui. Bref. Ça, c'était à peu près à quoi ça sert de lire les rapports financiers. C'est bien de regarder les chiffres, mais il faut toujours aller en profondeur. Et quand on parle ici d'Advance Auto Parts, donc juste pour fermer la parenthèse ici, la promotion, c'est uniquement pour les 63 personnes restantes ici. Et à la fin de la journée du 22 du mois de juin, donc ça dit qu'à partir du 23 du mois de juin, le prix mentionné ici va changer. OK? Il va changer. D'accord? Je reviens ici. Maintenant, concernant Advance Auto Parts, très belle entreprise. Mais si vous connaissez Advance Auto Parts, vous allez également vous renseigner sur les concurrents d'Advance Auto Parts qui sont des entreprises ici comme AutoZone. D'accord. Vous avez également d'autres entités ici comme on pourrait citer O'Reilly Automotive, ce genre de choses. Ah ben, bref, l'abonnement ici se termine. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça maintenant avec Zone Bourse. Dans tous les cas de figure, je n'ai pas envie de payer un nouvel abonnement ici. OK. Bref, on va revenir ici. Je peux faire le travail avec ça. Ça ne me dérange pas non plus. OK. Mais je ne dis pas que Zone Bourse n'est pas un... J'aime bien Zone Bourse. OK. J'aime bien Zone Bourse. Advance Auto Parts. Si vous regardez la vidéo précédemment, d'accord, au niveau de Advance Auto Parts, c'est pour ça qu'il est toujours bien d'évaluer les entreprises ici trimestriellement. Vous allez vous rendre compte que les objectifs ont changé, les targets ont changé. C'est-à-dire que les prévisions futures ont changé. Parce que la question qu'on devait poser ici, quand on allait lire les rapports financiers, d'accord, je vais juste prendre l'image ici pour que ce soit facile pour vous. Donc, je prends ça, ok, je vais juste bloquer ça, voilà. Vous voyez ce que vous avez devant vous? Excusez-moi. Voilà. Là, c'est correct. On est à combien ici? Je vais juste mettre ça. Je vais juste éclaircir un tout petit peu. On va mettre ça ici en 1080. Voilà.
Vous remarquez quoi? Bénéfices nets attendus sont de combien? En 2023, 10,65 $ et en 2025, 12,86 $. Ok? C'est en se basant sur ce 12,86 $ qu'on a mis à peu près le 10% de rendement et plus. Ok? Ça, c'est 12,86 $. En termes de prévision, ça date de quoi? Ça, c'était il y a 2 mois. Elle a sorti ses résultats financiers, je pense, le 31 du mois de mai, ok, qui ont été impactés. Donc, les résultats financiers n'étaient pas bons, d'accord, dans le sens où l'entreprise a annoncé une réduction ici. Donc, on peut retourner à peu près à ces niveaux-ci. Où est-ce que je les ai mis, ces résultats financiers-là? Voilà. L'entreprise a annoncé que les revenus attendus en 2023 ici auront tendance ici à diminuer. D'accord? Avant, on s'attendait à 11 milliards 400 minimum. Là, on s'attend à 11 milliards 200 minimum. Ça a diminué. Le marché n'aime pas quand vous modifiez ici les attentes. OK? Donc, à court terme, maintenant, on s'attend à des revenus moins élevés que précédemment. Ça veut dire ici, quand une entreprise revit ses guidance à la baisse, ça vous montre ici que l'entreprise est de moins en moins optimiste. C'est ce que ça veut dire, en fait. Mais ça, c'est uniquement pour une seule année. Donc, vous allez prendre ça en considération, mais tout en n'oubliez jamais les années 2024, 2025, 2026. D'accord? Avant la période actuelle, on comptait ici, on s'attendait à des bénéfices nets par action de 10 $, entre 10 et 11 $. Aujourd'hui, c'est entre 6 et 6,5. C'est une chute vertigineuse. Pourquoi? C'est la véritable question à poser. Les free cash flow au minimum 400, maintenant on vous dit ici maximum, ça sera 300. Maximum, grand max. Et ils comptent également ouvrir moins de boutiques, moins de magasins. Donc ça veut dire qu'ils sont de plus en plus prudents. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans ce business-ci? On se rend compte qu'ils accusent plusieurs éléments ici. Notamment ici, ils mentionnent que le segment professionnel ici, donc le segment ici qui s'occupe de vendre ici des produits directement aux garagistes, etc. Ce segment-là est en berne en ce moment. C'est un segment en pleine restructuration. OK? C'est un segment qui est en pleine restructuration. C'est-à-dire que l'entreprise va augmenter les marges dans ce segment-là, mais elle a également mentionné qu'il y aura une baisse des coûts. Je pense également que dans ces trucs-ci, dans ces rapports ici, elle a mentionné ici la réduction du dividende. La difficile décision de réduire le dividende. Donc, we have reduced our full year guidance and our board of directors made the difficult decision to reduce quarterly dividend. Et ça encore, c'est un élément qui me dérange. Dans le sens où, regardez cette compagnie-ci. Qui lui a demandé de commencer à verser un dividende aussi élevé en cette période? C'est un business qui a l'habitude de rapporter à peu près 7 $ en moyenne. OK? Donc, quand vous rapportez à peu près 7 $, comment est-ce que vous allez distribuer 6 $ de dividendes? Pourquoi? Il fallait que ce soit un dividende exceptionnel, mais le management était trop optimiste. Ça veut dire ici que ce management-là est déjà à mettre sous observation. Je dis bien sous observation, parce qu'un management consciencieux aurait remarqué que en 2020, 2021 et 2022, c'était des années exceptionnelles. OK? On a gagné beaucoup d'argent. Mais est-ce que ça fait partie du day-to-day du business? Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine normalisation? Mais non. Ils ont payé des gros dividendes, etc. Maintenant, ils sont dans l'obligation de réduire. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de... c'est quelle information on reçoit, nous, en tant qu'actionnaires? Ça veut dire ici que nous avons une entité qui n'est même pas capable de faire des prévisions sur leur propre business. C'est ça. Oui ou non? Parce que quand je décide de verser 6 $ de dividendes ici, il faut que je sois certain d'au moins continuer à verser la même somme dans le futur. Parce que personne ne m'a obligé à le faire. On aurait pu verser 1 $, point barre. Et augmenter peut-être de 10%, de 5% année après année sans problème. Mais pourquoi est-ce qu'on est revenu verser 6 $ ici directement? Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas depuis combien de temps ce management est là, mais quand je vois ça, je sais déjà une chose. Avant d'investir dans ce business-ci, il faut vraiment que Tom Greco, il faut vraiment que je regarde à peu près d'où est-ce qu'il vient, quelle est sa performance, comment est-ce qu'il est arrivé à la tête de cette compagnie qu'on appelle Advance Auto Parts. Quel est son background? Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose d'exceptionnel dans une autre entité? Il est là à peu près depuis 2016. Ça fait quand même longtemps. 2016. Et prend ce genre de décision si je m'interroge. Donc, les conference calls seront importants pour moi, surtout ceux précédemment et surtout le dernier conference call, je vous encourage à aller le lire. OK? C'est une belle entité. Mais quand vous allez comparer à ses concurrents comme AutoZone ou bien Aurélie Automotive, vous allez vous dire que il y a peut-être, elles ont des marges bien plus élevées que cette compagnie-ci. Pourtant, on fait à peu près la même chose. OK? Donc,
Nos guidance sont baissés. On s'attend également à des same-store sales moins élevés. Le same-store sale, c'est un élément très important, les ventes comparables de magasins. C'est-à-dire que sur une période déterminée, sur les ventes comparables de magasins ouverts sur la même période de temps. Ok, si on a des magasins ici qui sont ouverts depuis un an, on va les comptabiliser. Généralement ici, quand un magasin vend 1 million par trimestre, il devrait à peu près vendre la même somme trimestre après trimestre. D'accord? Ou bien le même niveau le même volume de vente devrait à peu près, on devrait avoir le même volume de vente trimestre après trimestre. Minimum, je dis bien minimum. Mais quand le same store sale commence à diminuer, ça veut dire qu'on a de moins en moins de ventes dans ces magasins-là. Soit le magasin n'est pas performant, ou bien c'est l'ensemble des magasins qui ne sont pas performants, parce qu'ici, ça prend tout ça en considération. Ou également, la concurrence est de plus en plus solide, enfin, la concurrence est de plus en plus agressive. Bon, ça veut également dire que le magasin n'est pas performant. Ok? Donc, il faut toujours aller creuser pourquoi. Et c'est également, vous allez vous rendre compte, c'est un business qui a des toutes petites marges, minuscules. Donc, ici, il n'y a pas de droit à l'erreur. Quand vous prenez ici les marges nettes ici, d'accord, net income margin ici, vous allez voir qu'on a des marges nettes aux alentours de combien? 3%. C'est un business qui a l'habitude d'avoir des marges stables. Ok? Même si elles sont minimes, stables. Il faut au moins qu'elles soient stables. Et en période difficile, en période d'inflation, les produits qu'elle vend, les prix auront tendance à augmenter. Elle aura tendance à augmenter. Les charges liées au personnel. Les charges liées au personnel vont également augmenter parce que les salaires augmentent. Ok? Les loyers vont peut-être également augmenter. Donc, est-ce qu'elle peut faire passer toute l'augmentation de ses charges opérationnelles à ses clients finaux? Point d'interrogation. Ok? Je ne dirais pas que non, mais voilà, c'est pas aussi évident que ça. Vous voyez ici que c'est un business qui a au moins à peu près en termes en median net income ici, voilà, à peu près sur les 10 dernières années, on est à peu près aux alentours de 5% par là. Ok? On va se dire 5% par là. C'est un business qui rapporte à peu près 11 milliards 200. S'ils ont la capacité. Enfin, il faut également voir que 2020 également, c'était des années exceptionnelles, mais il faut également prendre en considération, est-ce qu'elle a fait des acquisitions? Parce que je pense également ici qu'on a, voilà, on a plutôt une croissance organique. Non, faites attention ici, dans la dernière croissance, c'était ici, la dernière acquisition, c'était à cette période-là. Donc, à vue d'œil, ici, on peut s'attendre à des revenus à peu près d'une dizaine de milliards. Et si on va à une dizaine de milliards ici de revenus, ça veut dire que 5% d'une dizaine de milliards, ça fait 500 millions. Et c'est un business ici qui ne va pas avoir tendance à se négocier à des PER très élevés. OK? Donc, maximum, enfin, on sera, si on est sur le marché trop gentil, il va payer à peu près 17 fois les bénéfices. Et ça, c'est encore à voir parce que s'il y a une croissance derrière, on vérifie quand même. D'accord? On voit ici que combien est-ce que le marché paye généralement pour ce business-ci. Il a tendance à payer même 20 fois les bénéfices ici. Ça, je trouve qu'il est même trop gentil par rapport à ça. Mais également, avec l'augmentation des taux d'intérêt, il faut faire attention, ça peut créer une balance ici. Donc, si on est même gentil, on pourrait aller à 20 fois les bénéfices. Admettons. OK? Prenons 20 fois les bénéfices. 500 millions fois 20 fois les bénéfices, si on est à peu près à 10 milliards. 10 milliards moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a une dette nette de combien pour ce business-ci? Dette, d'accord? Dette nette est de combien? Voilà. On a une dette nette à peu près de 4 milliards 410. Donc, moins 4 milliards 410 de dette nette. On arrive à peu près à 5 milliards 590 divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Donc, nombre d'actions. Et je rappelle que j'ai pris 10% de rendement. Nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a à peu près 60 millions d'actions. Je vais l'arrondir comme ça. Divisé par 60, on pourra avoir une valorisation aux alentours des 93 $ à l'action. 93. On cote à combien? 70 $. Et il me semble que le prix précédemment était bien plus élevé que ça. Je pense qu'on était à une centaine. Attendez, je vais juste aller voir ça ici. On cotait à combien? On était à 121. 121. Quand on était à 121, ça semblait être intéressant, n'est-ce pas? Mais maintenant, aujourd'hui, à 70, c'est encore plus intéressant. Mais attention, est-ce que ça veut dire qu'à 121, 122, parce que c'était intéressant qu'on devrait acheter sans lire les rapports financiers? Non, pas du tout. OK? Comme je l'ai mentionné ici, c'était assez intriguant à ce niveau-là. Je rappelle toujours une chose. N'achetez jamais une entreprise sans lire vos rapports financiers. Parce que c'est que les chiffres vous donnent. D'accord? Ça peut changer très, très vite. Et vous avez vu ici qu'on a moitié moins qu'attendu par rapport aux prévisions futures. Avant, on s'attendait à 12,86 $. Aujourd'hui, au mieux, on sera à 7,74 $. 7,74 $. Au mieux. OK? Ça reste à peu près sur cette moyenne. C'est ce qui nous permet de dire que ces dernières années ici, c'était des années exceptionnelles. OK? Quand on dézoome un tout petit peu également ici, ce business-ci, je vais prendre ça. Je prends en termes de bénéfices nets ici. OK? Net income. Voilà. OK? C'est un business qui a à peu près des bénéfices nets stables. OK?
Quand je prends même le 500 millions que je prends ici, c'est parce que je suis même très gentil. Bon, enfin, on va faire une médiane ici. On va mettre ça ici annuellement. On va prendre ça. Est-ce qu'on a au moins 500, voilà, sur les 10 dernières années, c'est 481 millions. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 500 millions. Mais n'oubliez pas que la pandémie est également passée par là. Donc, on a gagné beaucoup d'argent à ces niveaux-ci. Mais on va certainement revenir à la moyenne. C'est un business qui a la capacité de revenir à peu près, qui peut rapporter à peu près 500 millions par an. Ils peuvent le faire. Okay? Ils ont déjà montré par le passé qu'ils avaient la capacité de le faire. Il y a de grandes chances que dans le futur, qu'on puisse également avoir tendance à avoir des revenus bien plus élevés que ça. Les free cash flows sont même généralement bien plus élevés. Donc, le 500 millions est tout à fait possible. Si on le prend ici à 500 millions par rapport au prix actuel, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, c'est une entreprise qui peut vous reverser à peu près 12%. Elle a la capacité de donner à peu près 12% de rendement. D'accord? Par rapport au prix d'aujourd'hui, hein, pas le prix précédent, parce que le prix précédent ici est peut-être 2 fois plus élevé, donc 12 millions, à peu près 12% ici aujourd'hui. OK? Oui, les prévisions ont diminué, mais ça reste que c'est peut-être même encore plus intéressant que ça. Mais attention, quand vous lisez un tout petit peu, vous vous rendez compte, on s'attend à voir des bénéfices nets, on s'attend à avoir une période assez difficile en 2023. 2024, je n'en sais rien du tout. C'est pour ça que le business doit vous parler dans le sens où est-ce que c'est un business qui va avoir tendance à mourir? Moi, je regarderai également du point de vue voiture électrique, comment est-ce que ça va changer? Parce que la voiture électrique, en termes de maintenance, ça ne sera pas aussi évident que ça. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'adapter à cette situation-là? Bon, c'est sûr qu'on va vendre, il y a d'autres produits qu'on vend ici, bien sûr. Ils vont pouvoir vendre des produits ici pour des parts ici, donc ici je dirais pas, les parts en français, le nom m'échappe souvent. Mais bref, ce que je veux dire ici, que voilà, si un phare qui est cassé, il peut vendre ces phares-là. C'est pas moi. S'il faut remplacer un pare-brise, on peut le faire. Si c'est un volant, on peut le faire. Si ce sont des, voilà, je sais pas, dépendamment de ce qu'ils vendent. Mais une question, dépendamment de ce qu'ils vendent ici, ils pourraient faire la maintenance sur les voitures électriques, même si elle n'est pas souvent, même si elle n'est pas aussi, comment on dit ça, aussi régulière que sur les voitures à essence ou diesel, etc. Donc, sur le monde, avec les entreprises, avec les voitures à combustion ici, on peut se dire que ça sera quand même un marché qui aura tendance ici. Voilà, c'est un marché assez viable également dans le futur. D'accord? Donc, moi ici, en tant qu'investisseur, je me dis, OK, c'est un business, ils ont la capacité de rapporter à peu près 500 millions. Dans ce 500 millions, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la priorité? Est-ce que la priorité, c'est le remboursement de la dette? C'est ce que j'aimerais voir également ici. Est-ce qu'elle a une dette nette assez élevée? Je rappelle qu'elle peut rapporter à peu près 500 millions par là. Quand vous prenez à peu près 500 millions ici, divisé ici par l'EBITDA ici, vous allez voir qu'on peut repayer la dette ici en moins de 10 ans. Quand vous prenez la dette nette sur EBITDA ici, le ratio qu'on va obtenir, attention, l'EBITDA ici est impacté positivement par la période actuelle. Donc, on a peut-être un ratio dette nette sur EBITDA aux alentours de 3 fois ici, de 3 fois la dette, enfin 3 fois la dette nette ici. Ça reste assez correct également. OK? Donc, je pense que les mauvaises informations les mauvais résultats que ce business-ci a eu, je pense qu'en date d'aujourd'hui, ça peut représenter une opportunité d'investissement. Ça peut représenter une opportunité d'investissement. OK? Mais maintenant, si cette compagnie-ci vous intéresse, s'il vous plaît, prenez vos rapports financiers, lisez-les. Pourquoi est-ce qu'elle a des marges moins élevées que ses concurrents? Ça, c'est une question qui me passe par l'esprit. Comment est-ce qu'elle va se comporter en période difficile? OK? Est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? Tout ce qui concerne ici la voiture électrique, est-ce qu'elle est prête entre parenthèses, est-ce qu'elle est prête à relever ce nouveau défi-là? Il y a de fortes chances que oui, mais posez quand même cette question. Le management en lui-même, son salaire est adossé sur quoi? Est-ce que son salaire est adossé à la variation du prix de l'action ou bien sur des ratios comme le Return on Invested Capital, donc le ROIC? Moi, j'aime bien quand le salaire du management est ici adossé sur le ROIC. Donc, on vous dit ici que maintenir un ROIC aux alentours ici de 20% à 10%, voilà. Il faut vérifier le salaire du management. Parce que cette décision de verser un dividende d'ici de 6 dollars, alors que vous savez que c'est à peu près la moyenne de ce qu'on a rapporté sur les dernières années ici, on rapporte à peu près 7 dollars et quelques sous derrière, est-ce que c'était judicieux de dépenser autant d'argent? On aurait pu verser un dividende d'$1 et ça aurait été une bonne chose quand même. Mais là, ça montre ici que le management, en termes de prévision, est un peu allé trop vite. OK? Est-ce qu'on peut donc faire confiance à ce management-là? D'accord? Ce sont des questions que moi, je me pose. OK? Donc, lisez vos rapports financiers sur cette compagnie-ci. Moi, par exemple, je dirais pas que je peux lire les rapports financiers ici, connaître une entreprise en une semaine ou deux ici, mais du peu que j'ai lu ici, je serais plus intéressé par des compagnies comme AutoZone. D'accord? Je serais plus intéressé par des entreprises comme AutoZone. OK? Est-ce que AutoZone, regardez les marges, et les marges sont croissantes. Vous avez AutoZone ici,
quand vous allez comparer ici avec les marges de, comment elle s'appelle encore, AAP, vous allez voir ici que AAP, par rapport à ce que AAP vend ici, je pense qu'ils ont peut-être, en termes de qualité des produits, ils vendent peut-être des produits ici de moins bonne qualité, ou bien ils vendent des produits ici qui sont généralement ici qui ne sont pas des marques du magasin ici. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on doit vendre une batterie ici, techniquement, on va peut-être vendre des batteries de marque Toyo ou je sais pas quoi. Je connais pas les marques des batteries. Hein. Je parle ici des batteries pour les voitures ICE, pas pour les voitures électriques ici. Donc, je pense que par rapport aux produits qu'on vend, on n'est pas situé sur le même niveau de marché. Donc, pour faire un exemple simple, c'est comme si vous allez comparer ici, entre parenthèses, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est comme comparer un peu Michael Kors et Hermès. OK? C'est-à-dire que on vend à peu près les mêmes produits, mais on n'a pas le même pricing. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que quand moi je vends à 1$, toi tu vas vendre à... Quand Michael Kors vend à 1$, toi tu vas vendre le même produit à 2$. Donc, tes marges sont peut-être plus élevées. D'accord? Et si tu vends peut-être à 1$, si vous avez les mêmes produits que vous vendez ici, c'est-à-dire que si je vends une batterie et que toi tu vends une batterie, ça veut dire que la batterie, si j'ai plus de marge au niveau de ma batterie ici, au niveau des prix fixés pour la batterie ici, ça veut peut-être dire que les batteries en question, c'est moi-même qui les produis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ce sont des marques ici appartenant peut-être au magasin. Et il me semble également que j'ai lu sur un passage ici que le management ici voulait à peu près pousser les marques du magasin ici en termes de volume. OK? Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. OK? Mais dans tous les cas de figure, AutoZone a plutôt retenu mon attention par rapport à cette compagnie. Et AutoZone n'est pas... Quand je dis attention, ça ne coûte pas cher. C'est parce que peut-être vous n'avez pas la possibilité de dépenser d'un coup 2467$ après. Maintenant, il y a des fractions d'actions. Bon, moi, je n'achète jamais les fractions d'actions. Donc, dans tous les cas de figure, ce n'est pas le prix. Ça ne veut pas dire que c'est cher. Faites attention. So, Advance Auto Parts, pour ceux qui sont intéressés, c'est peut-être le moment de commencer à creuser un tout petit peu plus. OK? Donc, si le business vous parle ici, par rapport à ce que moi j'ai pu lire, on peut se situer aux alentours des 500 millions ici. C'est vrai que j'ai des questions au niveau du management ici. C'est surtout la partie que je vais avoir tendance à approfondir parce que si le management m'a donné des prévisions aussi, voilà, aussi optimistes, et quelques mois plus tard viennent réduire ces prévisions, viennent réduire à peu près viennent annoncer des attentes moins élevées que prévues ici, surtout au niveau des bénéfices nets, ça m'intrigue. Couper le dividende alors que vous avez commencé, le dividende a été initié depuis très longtemps, mais est-ce que ça valait la peine de l'augmenter aussi rapidement, en si peu de temps? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, creuser au niveau de AAP. Ok, si j'ai du temps, peut-être que je vais le faire également ici, mais c'est assez intriguant. Bon, il faut également mentionner que c'est la consommation discrétionnaire. Ne payez pas des multiples assez élevés ici. Moi, j'ai du mal à payer 20 fois les bénéfices pour AAP. Ça me fait toujours bizarre, en fait. J'ai du mal à payer 20 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise-là. Ok, donc je pourrais même me limiter généralement à 15, 17 fois les bénéfices par là si je suis trop gentil. Mais voilà, ça ce n'est que mon avis. Il faut également voir que le marché, s'il paye 20 fois les bénéfices, il a ses raisons derrière. Je suis également libre de payer des multiples moins élevés que ça si je ne suis pas à l'aise avec ce type d'entreprise. Ok, donc si je compare ici également à ses concurrents comme AutoZone. AutoZone se négocie généralement à combien de fois les bénéfices? 17 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que AAP va se négocier à 20 fois les bénéfices? Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant à aller creuser en profondeur. Donc, si on a un concurrent de meilleure qualité qui se négocie à 17 fois les bénéfices, toi, tu te négocies à 20 fois les bénéfices. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as d'exceptionnel? Et si je prends même mon raisonnement ici à 17 fois les bénéfices, comme je l'avais mentionné tantôt, d'accord? 500 millions multiplié par 17 fois les bénéfices. Moi, la dette nette, c'est 4 milliards 400, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 60 millions d'actions. On arrive ici à une valorisation aux alentours de $68, ce qui nous rapproche plutôt ici du prix actuel. Donc, vous remarquez que quand on change le multiple ici, le raisonnement est totalement différent. Mais ça prend en considération la dette. Ça veut dire que l'entreprise est correctement évaluée ici en prenant en considération la dette. C'est-à-dire que tout remboursement de la dette ici, d'accord? Tout remboursement de la dette ici, si on rembourse à peu près 500 millions par an, je prends un exemple tout bête, augmentera ici le prix de l'action de $8. D'accord? Donc, on aura moins de dette, mais l'équité sera encore plus élevée. Donc, c'est-à-dire que si on paye 500 millions ici de dette, d'accord, ça va augmenter notre équité de $8,33. OK? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, n'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium. OK? On a encore la promotion jusqu'au 22 du mois de juin ici. Et comme je le rappelle toujours ici, ça c'est un exemple palpable ici du fait
la prise en compte des éléments quantitatifs, ok? Donc, il faut toujours les prendre avec des pincettes. C'est bien de jouer avec les croissances futures. Et moi, je fais des analyses quantitatives, mais je sais également que je ne vais jamais baser ma décision d'achat uniquement en me basant sur ces chiffres-là. Maintenant, tant que je ne fais pas parler les chiffres, il faut faire attention. Tant que vous ne savez pas comment est-ce que l'entreprise a fait pour générer ces revenus-là, et si elle est capable de les maintenir, il faut également faire attention. C'est pour ça que c'est important d'écouter les conférences calls, de lire les rapports financiers. OK? Donc, c'est pour ça également que c'est important de ne pas trop jouer avec la croissance. Vous remarquez ici qu'avant, on s'attendait à $10 minimum en 2023. Maintenant, on s'attend en 2025 à $8 maximum. Et encore, ça peut changer à la hausse également, comme également à la baisse. Le mieux souvent est de regarder à peu près la moyenne. C'est pour ça que j'aime bien regarder ce que l'entreprise a produit par le passé. On voit ici qu'elle a l'habitude de rester aux alentours des 500 millions par an. Il y a de fortes chances qu'on puisse à peu près rapporter la même chose dans le futur. Donc maintenant, à moi de voir si le prix actuel m'intéresse. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Vidéo assez longue ici, mais on essaie de donner le maximum d'informations ici. Si ça peut également vous aider à prendre les meilleures décisions dans le futur, tant mieux. Likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et il est toujours important de lire les rapports financiers. C'est votre avantage concurrentiel. C'est une belle entreprise. Je pense que le prix actuel est très, très intéressant. Mais comme je l'ai mentionné, ne l'achetez pas uniquement en vous basant sur l'avis d'un YouTuber qui n'a que regardé des éléments quantitatifs sans lire le business derrière. OK? Sans lire, si le business ne vous parle pas, passez à autre chose. Mais comme vous pouvez le constater, si c'est un business, voilà, c'est pas une mauvaise entreprise. Elle rapporte de l'argent. Au moins $7 par an par rapport au prix actuel, on a au moins 10% de rendement par là. Et quand vous réfléchissez en termes de rendement, vous voyez que ça devient de plus en plus facile. Bref, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.